Est-ce que vous faites vraiment confiance à votre banque? Est-ce que, dans ce contexte économique de plus en plus chaotique, vous ne craignez pas de voir votre argent s'envoler, emporté dans un effondrement du système bancaire? Comprendre comment la monnaie est gérée, ou par notre argent, qu'est-ce qu'on risque dans cette ère de financiarisation folle, c'est quelque chose de fondamental. Dans cette vidéo, on va revenir aux bases et parler des choses qui devraient être enseignées à l'école, tant l'enjeu démocratique est grand. L'opacité de leur fonctionnement est un atout pour les banques, et elles ont profité du silence médiatique pour faire n'importe quoi et mettre en danger les épargnants avec la complicité des dirigeants politiques. Et si vous pensez que les choses se sont arrangées depuis la crise de 2008, vous risquez d'être très étonné. On va voir ça. Pour comprendre le système bancaire et ses failles, il faut revenir aux bases. Qu'est-ce qu'une banque? On s'intéresse ici aux banques classiques, aussi appelées banques de dépôt. Eh bien, c'est tout simple. Premièrement, une banque prête de l'argent, comme par exemple les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation. Pour faire ça, elle a deux possibilités. Soit elle prête de l'argent qu'elle a, soit, et c'est la magie des banques, elle prête de l'argent qu'elle n'a pas. C'est la fameuse création monétaire. Je vous le dis ici avec beaucoup de clarté. Il n'y a pas d'argent magique. Bon, je ne développe pas plus car ce mécanisme de création n'est pas toujours très bien compris et mériterait une vidéo, un article dédié. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. En attendant, je vous renvoie vers cet article d'Elucide où on vous présente concrètement ce qui se passe quand on crée une banque du point de vue comptable. Deuxièmement, en plus d'accorder des crédits, la banque collecte de l'argent. Ce sont les dépôts de ses clients. Par exemple, la banque d'un supermarché récupère des dépôts à chaque fois qu'un client d'une autre banque passe en caisse. Si jamais le client est dans la même banque que le supermarché, bien la banque fait simplement circuler de l'argent en interne. Au global, tous ces achats génèrent en permanence d'énormes quantités d'échanges d'argent entre les banques. Ça fait plus de 60 millions d'opérations chaque jour pour un montant de 25 milliards d'euros. Pour illustrer le fonctionnement des banques de dépôt, je vous propose ici le bilan de la Banque de Savoie. Il comprend à gauche son actif, c'est-à-dire ce qu'elle possède, et à droite son passif, c'est-à-dire ce qu'elle doit. Alors, une règle comptable fondamentale veut que l'actif soit toujours égal au passif. On constate ainsi que le passif d'une banque de dépôt contient essentiellement des dépôts. Cet argent que vous avez déposé à la banque, vous comptez le récupérer un jour, donc la banque vous le doit. C'est donc une dette pour elle qui figure dans son passif. L'actif d'une banque de dépôt contient essentiellement les créances qui correspondent au crédit qu'elle a accordé. Par exemple, lorsqu'elle réalise un crédit immobilier, une banque alimente le compte d'un de ses clients de 300 000 euros en échange de sa promesse de la rembourser dans 25 ans. Au passif, les dépôts augmentent donc de 300 000 euros et une créance de 300 000 euros est rajoutée à l'actif. Au passif, il y a aussi le capital de la banque qui est en gros sa richesse propre qu'elle doit en théorie à ses actionnaires. On constate que celui des banques est proportionnellement très faible, c'est environ 5% de son bilan. C'est pourtant lui qui permet en pratique à une banque d'absorber des pertes. Si le crédit de 300 000 euros n'est pas remboursé, en simplifiant, la banque diminue d'autant le post-crédit de son actif et en contrepartie, pour conserver l'égalité actif-passif, elle doit diminuer d'autant son capital au passif. Les pertes d'une banque doivent donc être très faibles, sinon elle n'est plus solvable et elle fait faillite. Ah, j'ai trop forcé. Banqueroute. En résumé, une banque prête à ses clients de l'argent qui est remboursable plusieurs années après. Et ses clients l'utilisent immédiatement en payant par exemple le vendeur d'une maison ou d'une voiture qui replace alors cet argent dans une banque sous forme de dépôt, qui sont, eux, remboursables à la demande. C'est pour ça qu'on dit que les crédits font les dépôts. C'est les deux facettes d'une même pièce. C'est alors qu'apparaît le problème crucial d'une banque, la liquidité. Le métier d'une banque consiste à prêter de l'argent à long terme, ce sont les crédits, alors qu'elle doit de l'argent à court terme, les dépôts. Si un client veut quitter la banque, il n'y a pas de problème. La banque va transférer un peu de son cash à l'autre banque. Cependant, si la moitié des clients veulent quitter la banque, celle-ci devrait alors donner presque la moitié de son actif à d'autres banques. Comptablement, il n'y a pas de problème car la banque possède bien cet argent en théorie. Mais en pratique, elle ne peut pas le transférer car il est essentiellement sous forme de reconnaissance de dette. On dit qu'il n'est pas liquide. Elle ne peut pas dire à l'emprunteur à qui elle a prêté 300 000 euros pour sa maison « Désolé, mais il faut tout me rembourser demain parce que d'autres clients veulent partir. » Au final, les déposants ne peuvent plus retirer leur argent. Le point fondamental à retenir est donc le suivant. Le système bancaire repose sur la confiance.
Une banque parfaitement saine peut s'écrouler sur la base d'une simple rumeur. Le schéma est toujours le même. La rumeur sur la banque apparaît, les clients s'inquiètent, la rumeur gonfle, des déposants commencent à retirer leur argent, ce qui renforce les inquiétudes, et la panique bancaire arrive. Tous les clients veulent récupérer leur argent immédiatement. I want my money back. Rendez-moi mon fric. On appelle ça le bank run. C'est ce qui est arrivé à la banque SVB au printemps 2023, qui a perdu le quart de ses dépôts en un seul jour. Des clients et patrons d'entreprises qui font la queue en espérant pouvoir retirer leur argent. Avec la faillite de la Silicon Valley Bank souffle un début de vent de panique. En théorie, la banque peut cependant être sauvée facilement. Il lui suffirait de trouver quelqu'un qui pourrait lui prêter des liquidités qu'elle pourra rembourser à l'avenir vu qu'elle est solvable. Mais en pratique, une grave crise de liquidité nécessite souvent un rachat de la banque parce qu'il est très difficile de faire revenir une confiance perdue. La vérité, c'est que structurellement, aucune banque ne peut résister à un gros bank run. C'est pour ça que les autorités ont toujours intérêt à mentir pour préserver la confiance. Il n'y a pas de risque sur les banques françaises, il n'y a pas de risque sur le système bancaire français. Je veux le dire à tous les épargnants et à tous les entrepreneurs qui ont déposé leurs fonds auprès des banques françaises. Vous mentez comme vous respirez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de votre vie où vous ne mentez pas. Et puis, on se demande bien pourquoi on pose toujours la question au ministre de l'économie, au gouverneur de la Banque de France. C'est sûr qu'ils ne vont pas vous dire « Ah ouais, non, c'est sûr que cette banque, elle va très très mal, tirez-vous vite, parce que sinon, elle va déclencher un bank run national. » D'ailleurs, ce nom de bank run fait référence à ce qui s'est passé après la crise de 1929 aux États-Unis, époque où les dépôts n'étaient pas assurés. Les clients se sont rués pour récupérer leur argent, ce qui a fait s'écrouler les banques locales. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé en France en 1882 avec la faillite de l'Union Générale suite à un bank run qui a entraîné le premier grand krach boursier de l'histoire financière contemporaine. Pas mal, non? C'est français. Ce système paraît donc fragile, mais l'expérience montre que sur le long terme, il marche très bien, puisqu'on a créé une garantie publique des dépôts jusqu'à 100 000 € et qu'en général, les banques de dépôt sont bien surveillées. Enfin, sauf s'il venait une idée un peu stupide de déréguler le secteur. En résumé, une banque est donc soumise à deux grands types de risques très différents. Le premier, comme toutes les entreprises, c'est de perdre plus d'argent que son capital. La banque fait alors faillite. C'est un risque dit de solvabilité. Le second, c'est d'avoir des demandes de retrait d'argent supérieures à son cash. C'est un risque de liquidité. Alors, on vient de discuter en détail des banques de dépôt, mais il faut savoir qu'il existe un autre type de banque, les banques d'investissement. Elles s'adressent non pas au grand public, mais principalement aux grandes entreprises. Elle leur fournit des produits financiers complexes, hautement spéculatifs, comme les produits dérivés, des services de conseil en fusion-acquisition, ou elle les met en relation avec les investisseurs en cas d'introduction en bourse. Les plus connus sont par exemple Goldman Sachs ou les banques Lazard et Rothschild. Il faut savoir que certaines de ces activités spéculatives, comme les produits dérivés, sont extrêmement risquées. Elles brassent des sommes d'argent faramineuses qui peuvent générer d'énormes pertes dès qu'une banque partenaire a des problèmes. Pour illustrer, la base financière des activités dérivées de BNP Paribas est d'environ 30 000 milliards d'euros. On vous fera un article sur Lucide pour vous expliquer comment tout ça marche. Dans les années 1990, il s'est développé en France un nouveau type de banque appelé banque universelle. C'est simplement une banque qui résulte de la fusion d'une banque de dépôt et d'une banque d'investissement. C'est par exemple ce qui s'est passé pour la banque de dépôt BNP qui a fusionné avec la banque d'investissement Paribas. On a même souvent rajouté dans ces groupes une compagnie d'assurance. Il faut bien comprendre qu'une banque, c'est très différent d'une entreprise normale. On s'en rend immédiatement compte si on trace la taille de l'actif des entreprises du CAC 40, c'est-à-dire les sommes qu'elles possèdent. On observe que les banques sont 5 à 10 fois plus grosses que Total, qui est la plus grosse des entreprises non financières. Et elles ne sont pas seulement bien plus grosses, elles sont aussi bien plus fragiles. Il suffit là encore de représenter le rapport entre leur capital, qui représente la richesse réelle de l'entreprise, et la taille de son actif, ce qu'elle possède. Par exemple, l'entreprise Hermès a un ratio capital sur actif de 70%. Ça veut dire qu'elle peut se permettre de perdre ses usines, sa trésorerie, ses marchandises à hauteur de 70% de tout ce qu'elle possède, sans pour autant être en faillite. Pour les banques, le ratio est de seulement 4 ou 5% au grand maximum. Au final, ça donne ceci si on compare les structures du bilan de la Banque de Savoie avec celle de BNP Paribas, qui est environ 1000 fois plus grosse. La première illustre le fonctionnement traditionnel depuis plusieurs siècles d'une banque de dépôt, et la seconde illustre le modèle de banque universelle. C'est parce qu'elles sont très grosses et très fragiles que la réglementation a longtemps imposé aux banques la prudence pour éviter qu'elles fassent faillite. Car, comme on l'a vu, une banque de dépôt peut faire faillite de deux façons, mais en pratique, ça arrive très rarement,
car une banque est très prudente dans ses prêts et sa gestion n'entraîne presque jamais la perte de confiance des déposants. En revanche, on comprend bien que le modèle de banque universelle est bien plus dangereux, car de fortes pertes à l'actif de la partie banque d'investissement, en rouge sur ce graphique, peuvent conduire l'ensemble de la banque en faillite. Les dépôts peuvent être mis en danger si la banque d'investissement fait de grosses pertes, comme c'est arrivé en 2008. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans les années 2000 aux États-Unis avec les subprimes? Comme dans beaucoup de pays, une bulle immobilière s'est développée en raison de la baisse des taux d'intérêt. Mais la particularité est que les banques de dépôt américaines se sont mises à prêter des sommes importantes à des emprunteurs de plus en plus risqués. L'étymologie parle d'elle-même. Sub signifie sous, et en anglais, prime signifie excellent premier choix. Les subprimes étaient donc des prêts à des emprunteurs de second choix. Les banques sont même allées jusqu'à créer des crédits ninja pour des emprunteurs no income, no job, no assets, c'est-à-dire à des personnes sans emploi, sans revenus, ni patrimoine. En fait, dans les cas fréquents de défaillance de ces crédits, la banque se contentait de saisir la maison des emprunteurs, puis la revendait pour se rembourser. Ça ne posait donc aucun problème tant que les prix de l'immobilier montaient, mais les prix se sont retournés en 2006 et les banques ont subi de plus en plus de pertes. Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que les banques de dépôt étaient généralement très prudentes sur leurs crédits pour éviter la faillite. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles ont prêté beaucoup d'argent à des gens insolvables? Eh bien, c'est parce qu'on est arrivé au stade financier du capitalisme qu'on pourrait nommer le financiarisme. Et dans celui-ci, une année de perte, donc normalement sans dividende, c'est désormais un crime contre les actionnaires, quasiment un acte de barbarie. Mais comme l'activité bancaire est cyclique, elle génère donc occasionnellement des années de perte. Alors, les banques américaines ont décidé de transférer ce risque sur les marchés financiers, c'est-à-dire auprès de non-professionnels du risque. L'avantage pour elles, c'est qu'elles diminuaient leurs pertes possibles, mais l'inconvénient pour le système financier dans son ensemble, c'est que du coup, elles ont pu prêter à des clients insolvables sans avoir aucune conséquence négative pour elles. Quand la crise immobilière a fait rage, les pertes sont donc apparues sur des produits financiers qui avaient été jugés bien à tort comme peu risqués. Et les structures qui ont été impactées par ces pertes ont été les banques d'investissement américaines qui ont fait faillite les unes après les autres, comme la fameuse Lehman Brothers en septembre 2008. Le lundi 15 septembre 2008, à 1h du matin, Lehman Brothers dépose le bilan. La banque new-yorkaise plonge alors la planète dans la pire crise économique depuis les années 30. À ce moment-là, la propagande financière s'est déchaînée en France. Ici, le 20 septembre 2008, l'AFP vante notre prétendu modèle de banque universelle à la française, sortie renforcée de la crise. Elle nous explique noir sur blanc que les banques universelles sont plus sûres en période de crise, car elles peuvent aussi puiser dans les dépôts pour combler leurs pertes. Eh bien oui, et c'est exactement le problème, car si les pertes de la banque d'investissement sont trop importantes, ces banques ne pourront plus rembourser les dépôts. Mais bien sûr, c'est génial pour elles. Elles jouent au casino, et soit elles gagnent, soit c'est vous qui perdez. Ils jouent les jetons lavande à 500 l'unité, mais il n'y a qu'un pépin. Ils devinent juste à tous les coups, mais ils finissent tous par devenir trop gourmands. L'AFP concluait alors sur la pseudo-résistance des banques universelles françaises qui permettait de faire la leçon à la finance américaine. Bien sûr, nos mégabanques sont solides, mais uniquement par temps calme. Et le tsunami financier a mis quelques jours pour traverser l'Atlantique. Et même pas un mois plus tard, nos banques, très résistantes, ont nécessité un petit plan de sauvetage d'à peine 360 milliards d'euros de financement et de garantie publique, sans même parler des aides de la Banque centrale. On a appris la réalité dans la presse l'année suivante. Enfin, très discrètement, je vous rassure, perdu au fin fond d'un article de Paris Match. Les activités d'investissement de nos banques universelles avaient de gigantesques créances sur l'assureur américain AIG, alors menacé de faillite, et dont le sauvetage public a coûté près de 200 milliards de dollars aux contribuables américains. Mais en fait, c'était surtout un sauvetage des banques universelles européennes, comme l'a avoué le directeur général de BNP Paribas l'année suivante. Lehman, c'est une catastrophe. Mais l'effondrement d'AIG, lui, serait un cataclysme. Si AIG tombe, on est
tous morts. Ah ouais, donc super solide le modèle de banque universelle à la française. Alors bien sûr, après avoir frôlé le gouffre, l'effondrement du système bancaire international, eh bien nos dirigeants politiques se sont mobilisés et ont pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le système et éviter que ça recommence, éviter que votre argent soit mis en risque. Non, je rigole, bien sûr. Il y a encore eu de beaux discours, des promesses, mais au final, les modifications ont vraiment été minimes. Comme on l'a vu, le capital d'une banque, c'est 3 fois rien par rapport aux centaines de milliards de risques que prend la banque. Pour qu'il n'y ait plus de crise, les dirigeants politiques ont simplement imposé aux banques d'augmenter un peu leur capital. Donc maintenant, c'est 4 ou 5 fois rien. En tout cas, ça ne peut pas faire face à une grave crise financière qui se reproduirait comme en 2008. Jamais une banque universelle ne pourra résister à un cataclysme financier. C'est comme si on ne contrôlait plus les centrales nucléaires et qu'on demandait à EDF de mettre de côté de quoi payer les conséquences d'une catastrophe. Jamais l'entreprise n'aura les fonds nécessaires. En plus, c'est évidemment stupide de ne pas chercher à éviter au maximum les gros problèmes. C'est pareil pour les banques. Il ne faut pas chercher à gérer les conséquences d'un cataclysme. Il faut tout faire pour empêcher le cataclysme de survenir. Vous ne voulez pas plus de combinaisons anti-radiation chez vous, vous ne voulez aucune explosion de centrales nucléaires. Non. Le pire, c'est que pour les banques, c'est pas bien compliqué d'empêcher la catastrophe. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne mets pas mon salaire dans une banque pour qu'elle pioche dedans si elle fait des pertes à cause de prêts à des Américains insolvables ou de la spéculation sur le palladium, le jus d'orange, la roupie népalaise ou le travers de porc. Et je rigole pas, ça existe vraiment. Et c'est avec notre argent que les banques jouent au poker financier. Alors, à ce stade, vous vous posez peut-être cette question. Mais pourquoi est-ce qu'on a laissé fusionner des activités financières dangereuses mais rémunératrice pour les actionnaires, avec l'argent des dépôts? La réponse technique à cette question est que beaucoup de ces activités casino n'existeraient plus si les structures n'avaient pas de garantie publique de l'État ou de la Banque centrale. Ça réduirait donc les profits. La réponse politique à cette même question est encore plus intéressante. En effet, si vous pensez qu'il semble intelligent de séparer les deux activités, investissement et dépôt, vous avez raison. Aux États-Unis, la crise de 1929 a mis fin au laisser-faire. Les députés américains ont voté en 1933 le Glass-Steagall Act afin de créer une garantie fédérale des dépôts des garanties bancaires, qui était plafonnée, et en conséquence, elle a imposé la séparation des activités de banques de dépôt et des banques d'investissement. Le but de la séparation est évident, il s'agissait de diminuer les risques afin que de mauvaises affaires dans les activités spéculatives ne mettent pas en danger les dépôts et donc la garantie du contribuable. Mais dans la droite ligne du « privatisons les profits et socialisons les pertes », c'est-à-dire en gros le capitalisme pour les pauvres et le communisme pour les riches, cette démarcation a été abolie en 1999 par Bill Clinton, d'où l'émergence des banques universelles que nous subissons. En France, la séparation des activités avait également été imposée en 1945, mais elle a été supprimée en 1984 par Jacques Delors dans la première loi de dérégulation bancaire en Occident. Je vous renvoie vers notre interview d'Arnaud Montebourg, qui rappelait le rôle pionnier du PS. La mondialisation, elle n'est pas venue des États-Unis et de la Chine. Elle est d'abord venue, les prémices en sont 1986, l'acte unique, avec la libéralisation des capitaux. Et dans cette histoire-là, qui était aux avant-postes de cette stratégie? Les Français, les socialistes français. La France est même devenue championne du monde de ce dangereux modèle de mélange des genres, car toutes nos grandes banques de dépôt sont devenues universelles. C'est pas un hasard que la France soit la patrie de ces méga-banques dangereuses. La plupart ont été privatisées dans les années 80 et 90. En conséquence, les directions de ces banques ont alors été colonisées par des énarques ayant précédemment dérégulé le secteur. Il s'en est suivi un mélange permanent des genres entre le privé et le public. Quand on est haut fonctionnaire contrôlant le secteur bancaire, on ne va pas fâcher son futur employeur, surtout si on attend un salaire à 6 ou 7 chiffres. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une centaine d'énarques dans les grandes banques et plusieurs centaines dans le secteur financier. Ça valait bien le coup de faire des études pour servir l'État. En 2012, dans son fameux discours du Bourget, François Hollande promettait de remettre en vigueur une séparation des activités bancaires comme avant 1984. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Maîtriser la finance commencera ici
par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. Aucune banque française ne pourra avoir de présence dans les paradis fiscaux. Alors, bon, bien entendu, hein, comme la plupart des promesses de François Hollande, ça n'a pas été tenu. C'est pas grave. Il a même poussé le vice jusqu'à faire voter une loi dont le titre promettait pourtant la séparation des activités bancaires. Mais cette loi était vide et elle a seulement séparé quelques activités anecdotiques. D'ailleurs, Pierre Moscovici, alors ministre de l'économie, a poussé le délire jusqu'à déclarer qu'il allait séparer les activités tout en préservant le modèle des banques universelles qui les mélangent, ce qui est un non-sens. Le projet de loi permet de tirer de manière volontariste les leçons de la crise en séparant les activités des banques pour limiter les risques des déposants. En effet, il ne s'agit pas de casser ce qui marche, c'est-à-dire la banque universelle, qui finance à la fois les entreprises et les particuliers. N'oublions pas que ce socialisme a été un merveilleux précurseur du « en même temps » macroniste. D'ailleurs, après la crise de 2008, on a subi durant des années une propagande qui vantait la soi-disant solidité des banques universelles. La Banque universelle française, finalement, elle a bien traversé la crise. Il faut merci de rappeler que la Banque française et les banques françaises ont mieux résisté à la crise. La Banque universelle, selon moi, n'est pas plus risquée que des banques séparées. C'était les mêmes discours qu'avant la crise. On a juste oublié les 360 milliards d'euros de garantie en France et les milliers de milliards dans le monde pour que ces banques ne s'écroulent pas. Au passage, les autres promesses de François Hollande sont évidemment aussi tombées à l'eau, comme l'interdiction pour les banques d'exercer dans les paradis fiscaux. Comme vous le voyez, les locaux de BNP à Jersey et Guernesey sont toujours ouverts. J'imagine que c'est parce que ces banques ont le cœur sur la main et qu'elles veulent absolument pouvoir proposer facilement de super crédits aux marins pêcheurs de ces paradis fiscaux. La propagande économique essaye de faire croire que tout le monde défend les mérites de la Banque universelle, que c'est le sens du progrès et que trouver que ce n'est pas raisonnable ferait de vous un effroyable anticapitaliste. Écoutons donc ce que disait dès 2011 un très grand professionnel du secteur bancaire britannique, l'ancien président de la banque d'investissement Merrill Lynch. Le lobby bancaire a défendu l'indéfendable, le modèle too big to fail de banque universelle. Dans le monde réel, on s'attendrait à ce que les opinions des responsables du désastre qui a motivé la réforme soient fortement ignorées par ceux qui sont chargés d'exécuter la réforme. Mais la politique et le monde réel ont peu de choses en commun. Comme la classe politique manque cruellement de compréhension du fonctionnement réel de la finance, elle est obligée de s'en remettre au conseil de l'équipage qui a coulé le navire pour déterminer la manière dont il doit être reconstruit. Il faut imposer une séparation complète de type Glass-Steagall. Le seul point absolument exact soulevé par le lobby bancaire est que cette réforme réduira les profits. Ils vont presque nous faire pleurer. Heureusement pour les profits des banquiers, ça fait maintenant 10 ans que pratiquement plus personne ne parle de séparer les activités pour sécuriser le système bancaire, comme si le problème avait été oublié ou résolu, ce qui est très loin d'être le cas. Alors, est-ce qu'on risque un effondrement qui entraînerait des pertes massives pour les déposants? On entend sans cesse un discours rassurant qui nous dit « aucun risque, aucun problème », pour nous faire croire que tout est sous contrôle et très bien géré par des génies à la Bruno Le Maire. Calm down. Calm down. Mais la réalité est que, même si le risque n'est pas imminent, il est bien réel. Le système bancaire a déjà failli s'effondrer en 2008 et rien de sérieux n'a été entrepris pour empêcher un tel écroulement. Qu'est-ce qui pourrait se passer alors? Eh bien, c'est assez simple, d'autant que c'est déjà arrivé. Et pas plus loin que dans notre bonne vieille Union européenne. Vous vous souvenez de Chypre il y a 10 ans? Alors, vous peut-être pas, mais les Chypriotes qui avaient plus de 100 000 euros en banque, sûrement. On leur a pris presque la moitié de leur argent qui dépassait cette somme. Même pour ceux qui venaient de revendre leur maison, par exemple. Bon, après, vous me direz, ah, c'est Chypre. Hein. Ah, mais l'Union européenne a drôlement aimé l'idée. À tel point qu'elle a fait modifier notre législation en 2015 pour que le gouvernement français puisse faire la même chose, c'est-à-dire ponctionner les comptes en banque au-delà de 100 000 euros pour éponger d'éventuelles grosses pertes à la chypriote. Mais attention, hein, je vous rappelle bien qu'on nous dit qu'il n'y a aucun risque de crise bancaire en France. C'est pour ça qu'ils l'ont fait passer en toute discrétion, j'imagine. Il y a juste eu 4 ou 5 journaux qui en ont brièvement parlé 6 mois après.
Rappelons aussi que le gouvernement a récemment fait pareil pour vous empêcher de retirer l'argent de votre assurance vie en cas de crise. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, pour terminer, eh bien, on va s'intéresser aux sommes en jeu, histoire que vous perceviez bien l'étendue du problème et des risques fous pris avec la complicité des gouvernements. Voici tout d'abord l'évolution de la taille du système bancaire français. À partir de 2003, période où les banques universelles se sont développées, le système bancaire est clairement sorti de sa tendance historique. Si on regarde le taux de croissance annuel du secteur, on voit très bien deux périodes de croissance anormale. La première, de 2003 à 2008, correspond aux effets de la création monétaire par les banques de dépôt pour financer la bulle immobilière. Toute cette monnaie créée a alimenté l'inflation des prix de l'immobilier qui impacte toujours lourdement les citoyens. La deuxième période survient en 2020 avec la crise du Covid. Elle est causée par l'énorme création monétaire de la BCE qui a également alimenté l'inflation immobilière, puis, en partie, celle des prix à la consommation que nous subissons toujours. Ce n'est pas un hasard si, après que la BCE ait fait grossir le système bancaire de 20% en un an, l'inflation est revenue. Au final, il y a plus de 2000 milliards d'euros qui sont en trop par rapport à la tendance historique. Les choses sont encore pires si on regarde nos banques en détail. Car non seulement le système bancaire français est composé de banques universelles dangereuses, mais, comme si ça ne suffisait pas, elles sont également devenues obèses à coup de rachats et de fusions. On en arrive alors au too big to fail de 2008, où les banques prennent désormais l'État en otage en cas de problème, car elles sont trop grosses pour qu'on les laisse faire faillite. L'ancien président de la Banque centrale américaine, Alan Greenspan, favorable à la scission, disait très justement en 2009 « Si elles sont trop grosses pour faire faillite, c'est qu'elles sont trop grosses ». Voilà ce que ça donne actuellement. Le groupe BNP a donc un bilan de près de 2700 milliards, qui est plus grand que le PIB de la France. Pour situer, le Crédit Lyonnais, en 1993, première banque européenne dont on a tant dénoncé la folle expansion, avait un bilan d'à peine 600 milliards d'euros en valeur 2022. Le système bancaire français est également très concentré. Le bilan des 5 premières banques représente 80% du total de toutes les banques. On a ainsi de très gros risques concentrés et peu de concurrence. Donc des frais bancaires trop élevés, dont pâtissent souvent les Français les plus en difficulté. On peut aussi estimer dans les bilans des banques universelles ce qui relève de la banque de dépôt et de la banque d'investissement. On découvre ainsi que les dépôts, en vert, qui sont la raison d'être des banques, représentent souvent moins de la moitié des bilans. Et on voit que ce qui relève de la banque d'investissement, en rouge, et qui peut se révéler très problématique, comme en 2008, est souvent très important dans le bilan. Il faut bien voir que c'est une petite fraction de la petite partie bleue, le capital, qui doit éponger les pertes des parties rouges en cas de problème. Autant dire que la banque coule dès qu'une banque partenaire ne peut pas la rembourser, et c'est ce qui a failli arriver avec AIG, comme on l'a vu tout à l'heure. On vous a également représenté à droite les recettes annuelles de l'État. Ces banques sont tellement énormes que l'État n'aura jamais assez d'argent pour les sauver en cas de grave crise. Et si vous pensez que c'est impossible de faire maigrir ces banques trop grosses, je vous signale que les Allemands l'ont fait au cours de la dernière décennie. Et pendant ce temps-là, les nôtres continuaient de grossir de 20 à 40%. Bilan, au final, la France compte toujours 4 mégabanques dans le top 22 mondial, en jaune, et l'Allemagne, 0. Pire, après la crise de 2008, la réglementation internationale a défini la notion de banque systémique, c'est-à-dire une banque dont la faillite peut entraîner celle de nombreux autres. Au final, 30 banques systémiques ont été identifiées dans le monde et nos 4 grosses banques françaises y figurent, ce qui est un record mondial si on le rapporte à la taille de notre pays. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En effet, si on représente ces banques en pourcentage du PIB, la démesure et l'imprudence française sautent aux yeux. Nos banques systémiques représentent 3 fois le PIB français. C'est 2 fois plus qu'en Angleterre et 10 fois plus qu'en Allemagne. En 2009, l'Université de New York a mis en place une surveillance des systèmes bancaires mondiaux. Elle a développé un modèle qui détermine quasiment en temps réel la contribution au risque systémique de chaque banque. En fait, c'est une évaluation des capitaux qu'une banque devrait trouver en cas de nouvelle crise financière. Les résultats sont édifiants. Au niveau de la France, on observe que le risque systémique se situe en permanence entre 300 et 400 milliards d'euros depuis 2008, soit plus que les recettes annuelles de l'État. Il n'a jamais retrouvé son faible niveau du début des années 2000. On observe aussi que des crises surviennent tous les 4 ans en moyenne. Les 3 grandes banques françaises ont ainsi un risque de 80 à 120 milliards d'euros, c'est-à-dire que chacune aura besoin de ces sommes en cas de grave crise.
Un comparatif européen montre bien les anomalies françaises et britanniques. L'Allemagne arrive à avoir un risque 4 fois inférieur par une gestion plus saine de son secteur bancaire qui n'a qu'une seule mégabanque. Au niveau mondial, le risque systémique ne fait qu'augmenter. Il atteint actuellement 6 000 milliards d'euros, 50% de plus qu'en 2008. Ceci démontre que les gouvernements ont perdu le contrôle de la finance. Le cas le plus problématique est désormais de très loin la Chine, qui dépasse 2 000 milliards d'euros de risque, près du triple des États-Unis. C'est extrêmement inquiétant, d'autant que les mauvaises nouvelles économiques semblent s'accumuler dans ce pays avec la baisse de la croissance et la hausse du chômage. En conclusion, une leçon a bien été tirée de la crise de 2008, et bien que les banques pouvaient continuer leurs opérations dangereuses et les États viendraient toujours à leur secours, comme on l'a encore vu ce printemps aux États-Unis. Les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est sûr. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Ça semble assez aberrant, car de tels mastodontes auraient évidemment été découpés par le passé, car bien trop dangereux. Alors les crises se suivent et se ressemblent, mais hélas, gagner quelques fois de suite à la roulette russe ne doit nullement être un encouragement à continuer à jouer. Les nuages s'amoncellent de nouveau en 2023. On vient de poser les bases, mais l'activité des banques doit être continuellement suivie de près. C'est ce qu'on fait sur Elucide, où on surveille les risques et on vous informe en toute indépendance grâce à vos abonnements. Si ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre média. À samedi prochain.